Bonsoir les amis, bienvenue dans Rêve de jeu sur le Geek Mag. Je suis très content de vous retrouver en cette chaude soirée de la fin du mois de juillet. Nous allons accueillir dans quelques instants un maître des lycanthropes, un être qui a su, il y a à peu près 2 ans, nous offrir un peu de fraîcheur à propos de la vie en meute. Alors pas n'importe quelle meute, mais plutôt que de vous saouler avec une introduction trop longue, je vais accueillir, et s'il vous plaît, accueillez avec moi Julien. Et bonjour à tous, bonjour à Salut toi. Julien. Voilà. Donc, tu es l'auteur du jeu de rôle Meute, dont la première édition est quasiment épuisée, se disait-on en confidence il y a 1 ou 2 jours. Oui, alors bon, c'est pas moi qui gère les chiffres exacts, et il faudrait demander exactement à l'éditeur, mais oui, le jeu a correctement Bon, fonctionné. Content. ouais, il a correctement fonctionné. Avec nous ce soir, 2 chroniqueurs qui sont presque des habitués de l'émission. Je vous demande, les amis, d'accueillir avec moi Alix et Wari. Attendez, je vous renvoie. Hello. Salut. Salut. Yes. Salut. Salut. Donc, Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, nous voilà avec donc un invité à cuisiner, à la température et à la sauce qui nous plaira. Ambiance. Ambiance. Un MJ maître des niveaux les plus profonds d'Avernus et de son donjon, voilà, dont vous pouvez suivre les rapports de mission, enfin les rapports de partie, les récits d'aventure sur le groupe Jeux de rôle Passion sur Facebook. Et nous avons Alix avec nous ce soir. Alix qui est co-organisatrice de Contes d'automne, une convention qui a lieu à la fin de l'année, mais pas seulement. Et Alix, on évoquera l'ensemble de ces activités liées aux jeux de rôle et au GN durant l'émission. Donc Julien, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci d'être là. Dis donc, on va partir tout de suite dans le vif du sujet. La seule question dirigée absolument de l'émission, c'est la première. Nos invités ont l'obligation de nous expliquer, au fait, le jeu de rôle, pour toi, ça a commencé quand et comment, s'il te plaît, Julien? Alors, quand c'est facile, en fait, j'avais 14 ans, donc ça fait une trentaine d'années, voilà. Voilà, donc au lycée, au collège, un copain qui avait acheté AD&D 2, qui cherchait des joueurs. On n'y a pas beaucoup joué. Je me rappelle pas de mon premier perso, par exemple. Je sais que c'est un truc je crois que c'était un elfe, mais je suis même pas sûr. Et très vite, c'est moi qui ai maîtrisé. Très vite, c'est moi qui ai maîtrisé à mon premier jeu. Donc c'était JRTM, un jeu ô combien narratif. Mais bon, je suis un gros fan de Tolkien, hein, donc quoi, voilà. Alors c'était voilà, t'es ado, c'est sympa, voilà. Et puis au lycée, j'ai un copain à qui j'ai fait un coucou parce qu'on joue toujours ensemble, Jean-Sébastien, qui nous a fait jouer à Vampire, et on a beaucoup accroché à Vampire et le monde des ténèbres d'une manière générale. Et moi, le jeu qui m'a beaucoup marqué en tant que meneur à l'époque, il y en a 2. Il y a Ambre, qui est vraiment un jeu qui m'a énormément marqué, oui, que j'ai adoré, et qui tirait des romans, des chroniques des princes d'Ambre. Zelazny. Voilà, de Zelazny. Et Néphilim, donc, voilà, qui est un jeu qui est assez exigeant. C'est un jeu qui était assez exigeant en termes d'application, et si tu jouais pas de trop longtemps, tu te souvenais plus de rien, et les détails étaient importants dans Néphilim. Oui. Mais j'ai beaucoup aimé ce jeu. D'accord. Voilà, c'était les débuts, en tout cas, on va dire les 3-4 premières années de jeu. C'était autour de ces jeux-là, je pense. J'oublie, notre copain nous faisait jouer à Innominé Satanis Magna Veritas aussi, dans un genre totalement... Enfin, c'est du contemporain, tu me diras, mais c'était plus la rigolade, quoi. Voilà. Oui, ambiance vraiment plus décontractée que Néphilim, c'est un fait. Oui, voilà.
Aïe, aïe. Et puis, bah, dis donc, allez, Momo, rafraîchis-nous la mémoire. Comment on a commencé? Ah, tiens, tu frises. Ah, Ah. on a un problème. Ah, ça n'est jamais arrivé. La connexion était toujours de ces bonnes qualités. Ça y est, il bouge, il y a de la vie. It's alive. Ça y est, ça bouge. Ouais, ça y est, ça bouge. Ça y est, ça rebouge. Ouais, C'est bon, je suis revenu. Bon, Ouais, super. voilà. Et on t'entend en plus. Bon, nickel. Oula, comment on a commencé? Je crois que là, il va falloir y gratter des tablettes en argile là, pour. falloir ressortir les vieux dossiers là. Oui, parce que nous, on a commencé dans une boutique qui n'existe plus, qui est dans le centre-ville de Marseille, qui s'appelait le Crazy York Saloon. Mais bon, peut-être qu'un jour, on fera une émission sur le Crazy, si on essaye de. Ça serait excellent. Ça serait quelque chose de retrouver la vie à la bande de copains, un truc comme ça, là, ouais, ce serait pas mal. Alors, ils sont toujours là. Hein. J'ai une anecdote là-dessus. Moi j'étais un petit jeune là, j'avais 14 ans, et moi je fréquentais plutôt parce que je suis donc de Marseille, je fréquentais plutôt le Dragon d'Ivoire. Et un jour je vais qui a disparu aussi d'ailleurs, et je vais au Crazy York, ne connaissant pas trop, et il y avait des gens bien plus âgés que moi, et il y avait des géanistes de la Camarilla, et ils étaient en train de discuter de à quoi devait ressembler une cuvette de toilette. Selon les différents clans. Et je me suis dit, c'est vraiment des gens bizarres quand même. Et bon, c'est vrai qu'il faut rester au Dragon d'Ivoire après, quoi. Je m'en serais passé de cette anecdote-là. En fait. Non, mais c'est le reflet de tout. Alix, rafraîchis-nous la mémoire, parce que tu nous as déjà dit toi aussi, mais au fait, ça a commencé pour toi, ça a commencé comment le jeu de rôle? Première année de fac. Où on m'a dit tiens, ça te tente de tester Donjons et Dragons. Je crois que c'est la seule et unique partie de Donjons et Dragons que j'ai fait de ma vie. et voilà, et après j'ai rejoint un club de jeux de rôle et c'était le début de la fin, quoi. Voilà, tu mets le doigt dans l'engrenage et c'est foutu. Tu te fais embarquer. Voilà, donc c'était simplement à la fac. Alors moi, pour la petite histoire, je viens de me rappeler d'un truc en vous écoutant là. Pour la petite histoire, il y a mon frère qui, s'il écoute, s'il regarde l'émission, je le salue bien bas. Quand je faisais maître de jeu pour la première fois, en fait, c'était mon seul et unique joueur. C'était à l'œil noir. Oui. J'avais avec lui. Et en fait, on habitait un immeuble à la rue de Rome, au centre-ville de Marseille, où il n'y avait personne. Donc, on allait se foutre, en fait, au dernier étage, au dernier palier, où il y avait la verrière, tu vois, de l'immeuble, du puits de lumière. Et le problème, c'est que le pauvre, je le forçais. Il a 2 ans de moins que moi. Donc, t'imagines bien, j'avais 11 ans, il en avait 9. Je le forçais, je l'achetais avec des gâteaux, avec des bons becs, des trucs comme ça, pour qu'il reste jouer, tellement c'était mauvais, quoi. Ah, quand même. Ah, mais d'accord, c'est pour ça que tu es un maître de jeu incorruptible, en fait. Tu sais comment faire, toi. D'accord, depuis longtemps. D'accord. C'est ça. Ouais, j'ai commencé jeune. Bon, les amis, les gens qui voulaient nous rejoindre ont sans doute pu avoir le temps d'arriver, donc allons-y. Mordons dedans à pleines dents. Ouais. Parlons de Meute, le dernier, à ma connaissance, le dernier jeu de rôle sur des lycanthropes, où l'on peut interpréter des lycanthropes, qui, voilà. Hein, il n'y en a pas eu non plus de 250. Hein. Non. Non, mais il y en a un petit nombre, et puis il y en a depuis longtemps. Et comme le tien a eu j'ai même pas envie de dire petit, je vais dire un succès certain. Du coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y avait, comment dire, une attente, quelque chose. Donc, Meute est sorti il y a 2 ans. Ouais. Un peu moins. Septembre 2018, fin septembre 2018, je crois. Voilà, et donc, écoute, raconte-nous un petit peu, on a envie d'entendre comment le JDR, comment tu as rencontré le JDR, et au fait, comment tu as rencontré la Meute. Explique-nous. Alors, c'est pas récent non plus, un peu plus récent quand même. En fait, ça date de 2010, quelque chose comme ça. À l'époque, je faisais partie d'une association sur Marseille qui s'appelait Oniria.
dont le président était Benjamin Dibling, que je salue, s'il nous écoute. Et cette association organisait une convention à la fac Saint-Charles qui s'appelait Était une fois au Niria, parce qu'on avait de la suite dans les idées quand même. Voilà. Et donc, dans c'était donc une convention, bon, très bien. Mais à côté de ça, il y avait une certaine émulation qui régnait dans cette association. Plusieurs personnes avaient des projets de jeux, tout ça. Moi, je disais, bah, pourquoi pas, après tout. Moi, je venais de rentrer sur Marseille, parce que j'avais été, après une parenthèse sur Paris de quelques années. C'est intéressant. Moi aussi, j'aimerais bien faire un truc de jeu. Et puis, j'avais ce truc. Encore une fois, c'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais j'avais cette idée je voulais faire un jeu qui parle sans avoir l'air d'en parler, du vivre ensemble. Et j'aimais bien les loups, j'aimais bien aussi, voilà, c'est une thématique que j'aime bien. Et je me disais qu'il y avait peut-être moyen de parler de comment on fait pour vivre en communauté, on va dire, via cette thématique du loup et du lycanthrope, on va dire, et de le faire d'une manière peut-être différente de ce que proposait le jeu de loup-garou, celui qui, je pense, a un gros succès et qui est le plus connu, c'est-à-dire Werewolf, le jeu de White Wolf, que je ne dénigre pas du tout. J'y ai beaucoup joué, mais je voulais faire quelque chose de différent, et ma perception de ce que pouvait être un lycanthrope était assez différente de celle-là. Et donc voilà, je m'étais dit, voilà, j'ai envie de faire un jeu avec des relations, avec pas forcément un truc pour donner des leçons et il faut vivre comme ça, mais plutôt proposer aux joueurs voilà, vous avez votre groupe, vous n'avez pas d'autorité au-dessus de vous à vous référer, vous avez votre territoire, vous avez vos personnages qui sont difficiles, parce que vous jouez un homme, vous jouez un loup, donc deux personnages. Des personnages, ça peut être difficile parfois dans une seule tête. Au sein d'une meute, il y a un chef qu'on va appeler l'alpha. Alors on me dit souvent, mais tu sais que dans les loups, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas plus vraiment d'alpha. Oui, je sais, mais c'est intéressant qu'il y ait un alpha. Donc il y a un alpha ou une alpha. J'insiste aussi, on m'a parfois dit, oh, les mâles alpha, c'est pas bien. Oui, mais ça peut être des femelles alpha. Il n'y a aucun souci avec ça. Bref. Donc, et un système de relations, très bien. Et puis le monde extérieur, évidemment, qui vient embêter d'autres créatures, des chasseurs, d'autres acteurs du monde surnaturel, qui vivent parfois différemment de la meute, même souvent, et notamment les incarnés, qui sont donc des légendes du folklore qui s'incarnent dans un être humain, ou dans des êtres humains, et qui viennent un petit peu bousculer tout ça. Et donc, mon idée, c'était de faire ça. J'ai commencé à réfléchir. Donc, tu vois, c'était 2010. Il y a eu de nombreuses incarnations, nombreuses modalités de jeu, et je dois beaucoup enfin, tu sais, maintenant je passe pour l'auteur avec un A majuscule, mais c'est un jeu qui doit beaucoup de choses à beaucoup de monde. Je crois que, attention, citation, je crois que c'est Nietzsche qui disait, c'est quoi, la créativité, c'est l'art de dissimuler ses sources. Il y a pas mal de ça, il y a pas mal de jeux qui sont entrés dans les inspirations, il y a pas mal de copains aussi qui m'ont dit, ah tiens, pourquoi pas une idée comme ça, certaines que tu écartes, d'autres que tu gardes. Après, mon épouse aussi d'ailleurs, et après c'est difficile d'ailleurs d'attribuer la paternité de qu'est-ce que tu as pris, qu'est-ce que tu as modifié, qu'est-ce que tu as pris tel quel. Et donc petit à petit, le jeu est arrivé à sa mouture pas tout à fait actuelle, puisqu'ensuite, quelques années plus tard, j'avais à peu près terminé le jeu, je commençais sur Internet à dire, bon bah voilà, j'ai fait un jeu, je sais pas trop quoi en faire, je connais rien sur Internet, peut-être faire quelque chose de gratuit sur le net ou quoi. Et là, j'ai quelques éditeurs qui m'ont contacté, et notamment les éditions de John Doe, donc je suis très très fan. Et les éditions John Doe, donc c'est Hollywood, c'est Tenga, c'est la deuxième édition de Bloodlust, c'est beaucoup d'autres jeux, c'est Plague, c'est beaucoup d'autres jeux, je ne les mentionne pas tous, désolé. Et donc, bah ouais, moi, c'est un éditeur avec qui j'avais très envie de travailler. Et ils ont aimé le jeu. Et alors, j'en parle parce que on me dit, mais pourquoi maintenant beaucoup de gens font de l'auto-édition? Pourquoi tu sors pas tout seul? Alors d'abord, j'ai zéro compétence en mise en page, tout ça, et surtout pas illustrateur. Et puis un éditeur, c'est quelqu'un qui t'aide en fait, pas simplement à trouver les personnes pour faire la mise en page et pour l'illustration. Si tu as un bon éditeur, c'est quelqu'un, et Emmanuel Garbi, qui est, disons, la cheville ouvrière de John Doe Édition, il est vraiment ça, je dis souvent, c'est un accoucheur d'idées, c'est quelqu'un qui va t'aider à mieux formaliser tes idées, à mieux les organiser, si tu veux. Et tiens, par exemple, tu vois une idée qui a l'air évidente, même si maintenant, mais à l'époque, moi j'avais conçu Meute comme une boîte à outils. Tu vois, tu fais ton bac à sable, tu proposes, et les joueurs s'en emparent et ils créent leur propre campagne.
dans la région de leur choix. C'est toujours ça, mais à l'époque, je ne proposais pas de setting déjà tout établi. C'est l'éditeur qui m'a dit qu'il faudrait quand même, pour ceux qui n'ont pas le temps, ou pour ceux qui veulent un exemple, que tu proposes un setting déjà tout fait. C'est comme ça qu'est né. J'ai ensuite, après avoir signé avec John Doe, j'ai écrit le Gévaudan, qui est le setting qui est proposé dans le livre de base de Meute, avec son scénario. Et effectivement, ça a fini le jeu, en fait. Ça a fini le jeu de pouvoir proposer ça dedans. Donc ça a été une rencontre évidemment déterminante, l'édition, pas simplement parce que ça a permis la sortie du jeu, mais parce que ça a permis de le finir de façon tout à fait satisfaisante, et sur la forme aussi, le travail qu'a fait Pierrick sur la mise en page, Pierrick May, pardon, et sur la couverture, la carte, et puis c'est John Doe qui est allé chercher Olivier Sanfilippo, que vous avez, je crois, et qui a fait je peux le dire puisque c'est pas les miennes, les magnifiques illustrations de Meute, y compris donc des illustrations intérieures et celles de l'écran. D'accord. L'écran. Et l'écran qui a tombé, mais comme beaucoup de choses que... Voilà, merci. Oh, c'est magique. Comme tout ce que fait Olivier, ce garçon est très agaçant. C'est pas mal comme mot. C'est pas mal comme mot. Agaçant. Oui, ça. Et en plus, maintenant, le bon terme. Avant, il était juste illustrateur. Tu te disais, bon, il a du talent comme illustrateur, mais il est illustrateur. Maintenant, il se met à écrire des jeux. Alors, tu te dis, qu'est-ce qui va nous rester à nous? C'est scandaleux. Et donc voilà, c'est vrai que ça... voilà, quand tu te retrouves avec ton produit fini, ton bouquin dans les mains, qui est mis en page de cette façon-là, qui est illustré de cette manière-là, tu es content de ton produit quoi qu'il arrive. Alors après, il se trouve effectivement que le jeu a eu des bonnes critiques et comme tu as la gentillesse de le dire, plutôt bien fonctionné. Et ça fait extrêmement plaisir, parce que c'est aussi pour ça qu'on prévoit la suite. C'est parce que ça a été très bien accueilli. Moi, au départ, c'était un stand-alone, je sors mon jeu, voilà. Et finalement, tu as de la demande, tu as des questions, tu as des gens qui en veulent plus, et ça fait du bien à l'ego, je ne vais pas dire le contraire, mais ça te motive aussi. C'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance, bien sûr. Et en plus, c'est une reconnaissance qui arrive après un travail. C'est-à-dire que, vu ce que tu as traversé, vu le travail qui a été effectué, pas que le tien, celui de tous les autres acteurs, etc., parce que je pense que le fait que ce soit légitime, ça compte aussi. Oui, et puis je vais te dire, alors on va dire que je fais ma starlette, mais quand tu vois donc le Meute a gagné le Groc d'Or 2019 et le Graal d'Or en 2020, et le Graal a fait quelque chose qui est assez sympathique. Ils font une espèce de cérémonie, tu vois, un peu. Tu te retrouves aux fiches, tu vois, sur des strapontins et tout ça. Et c'est vrai que, au risque de passer pour voilà, mais quand tu entends le gagnant est Meute et que tu te lèves, tu vas chercher ton prix, t'es super content. Enfin, moi j'étais super content pour moi, super content pour ma famille aussi, parce que pendant que t'écris et tout, ta famille, voilà, t'es devant ton ordinateur, ils sont là, ils te soutiennent, et puis c'est du temps que tu passes pas avec eux. Et puis je suis super content pour l'équipe, parce qu'effectivement, Olivier a travaillé dessus, et on est copains avec Olivier, on s'aime beaucoup, je crois. Donc ça fait plaisir pour lui aussi, je l'associe pleinement, de la même manière que Emmanuel Garbi, pardon, et Pierrick. Donc ça fait plaisir pour tout le monde, en fait. Tout ça, c'est pas, si tu veux, c'est pas juste une victoire égoïste. Enfin, une victoire, j'aime pas trop ça, parce que, j'ai du mal à considérer qu'on soit en concurrence avec d'autres jeux de rôle, si tu vois, les autres concurrents, en plus des jeux d'univers complètement différents, des postulats totalement différents. Le fait est que quand on te donne un prix, je ne goûte pas mon plaisir, j'avoue. Voilà. Moi, ça, c'est un truc que j'ai envie de... C'est un truc que j'ai envie de dire un peu, Julien. Je pense qu'il y a un truc qui te caractérise bien, c'est quand même la modestie. Et à mon avis, la plupart des gens qui te connaissent un peu savent que tu es quelqu'un qui est d'une simplicité extraordinaire, qui en est même un peu, un peu touchante. Parce que tout ça, c'est bien, mais au final, il y a quand même un boulot qui est fait. Il y a quand même un investissement qui est incroyable qui est fait. Je veux dire, là, on se parle, on sait tous ce que c'est que de produire quelque chose, de passer du temps devant son clavier, de rassembler des idées. On est franchement pas loin
loin du travail de l'écrivain, même si il y a bien entendu des différences et des similitudes, mais en tout cas, la foi, l'épreuve de foi que c'est la même. C'est-à-dire que tu es porté par un projet, et ce projet, il t'habite et il t'amène à faire des choix, à passer du temps. Enfin, c'est considérable quand même. Donc, au final, tu es quand même un auteur, et tu es l'auteur d'un jeu qui a été 2 fois primé. Donc, moi, je dis merde, je dis bravo, super. Et si effectivement il y a une belle équipe autour de toi, il faut quand même pas oublier qu'une équipe, ça se fédère. Donc, c'est parce que les gens qui sont autour de toi croient à ta proposition, que tu as magnifiquement bien formulé, qu'il y a cet engouement aussi. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question, si tu me permets. Première question. Moi, je voudrais savoir, selon toi, Julien, comment se fait-il qu'il y ait autant de talent à Marseille? Écoute, La tête Non, de mais- Alix, en faisant de cacahuètes. je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée parce que. T'as oublié le petit mouvement de cheveux, Harry. Bah, là, Non, mais Non, je déconne, mais Julien, il y a une vraie question derrière. Je veux dire, quand on y regarde bien, il y a quand même le jeu de rôle, c'est quand même un petit milieu, on est d'accord pour le dire. Alors, ok, on a Paris, etc. Mais je trouve qu'à Marseille, quand même, que ce soit jeu de rôle, que ce soit bande dessinée, parce que je rappelle quand même que les éditions Soleil, c'est Aix-en-Provence, Roland Barthélémy, c'est chez nous. Enfin, je veux dire, il y a pléthore de gens qui sont dans le créatif. Je sais pas, Loïc Nikolov, pareil, un ancien du Crazy Orc Saloon, qui aujourd'hui scénarise avec Arleston des bandes dessinées comme Léo Loden, qui fait carrière dans le cinéma, dans les séries, etc. Enfin, comment t'expliques ça? ce serait prétentieux de l'expliquer quand même. Hein. J'en ai pas longuement idée. Alors, d'abord, je vais commencer par un bémol. Enfin, 2 bémols. Le premier bémol, c'est qu'il y a d'autres villes en France où il y a une grosse activité créative. Là, comme ça, il y a Montpellier qui me vient avec les 3 studios de rôlistes qui en forment plus qu'un, enfin qui se sont associés, hein, Batro, Dead Crow et j'oublie tout le temps. Il faut que je me rappelle du 3e. Dead Crow, Batro et bon, vous trouverez. Hein. Enfin, voilà, donc Montpellier, par exemple, c'est assez actif. Lyon, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Toulouse avec les lapins, mais aussi plein d'autres choses. Hein. Les lapins marteaux, pardon. Donc il y a des villes actives. La différence, l'autre chose, c'est que Marseille, on a longtemps dit, moi le premier, qu'il se passait rien. Et qu'il se passe rien. On a eu du mal à avoir. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas de convention majeure sur Marseille depuis plusieurs années. Il y a des petits clubs, mais il n'y a pas de club qui est pignon sur rue, même si je sais qu'il y a des efforts et d'ailleurs un petit coucou aux joueurs au Balouchon en passant. Mais c'est vrai que le jab. Mais non, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créativité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent, mais la preuve, effectivement, il y a des gens qui font des choses, mais moi, je ne fais pas partie, pour le coup, je connais quelques personnes comme ça, mais je ne suis pas dans une structure dans un réseau qui me permettrait de dire, effectivement, il y a quelque chose de mis en place dans la ville et sa région qui explique que des talents à coup. Je crois qu'il n'y a pas du tout ça, en fait. On pourrait le regretter, d'ailleurs. Il n'y a pas du tout de structure mise en place qui permettent... tu vois, par exemple, tiens, je parlais des lapins. Je sais que les lapins, Marteau, encore une fois, pardon, Jérôme Brand-Larrey et Coralie David, qui donc sont d'un éditeur de jeux de rôle qui a fait récemment donc toute une série de bouquins pour perfectionner ces techniques de joueur, de meneur, donc comme mener les jeux de rôle, jouer aux jeux de rôle. Le dernier, là j'ai oublié son nom, là j'oublie tout aujourd'hui. La boîte à outils, du meneur. Voilà. Et ils font beaucoup de choses et beaucoup de réflexions. Et ça fait des années que je suis Jérôme, moi. Il va encore dire que je fais mon fanboy et tout ça, mais c'est vrai que ça fait des années que je suis, quand il avait un blog et tout ça, qu'il faisait beaucoup de théories holistiques, et je trouvais ça vachement intéressant. Tanga est un jeu qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs. Je connais un tout petit peu moins Coralie, mais de ce que j'ai vu et entendu d'elle surtout, c'est vraiment dans la même veine, elle n'a rien à envier à Jérôme.
Ben, par exemple, je sais qu'ils font des ateliers, tu vois, sur leur ville. Ils font des ateliers où ils ont fait des ateliers d'écriture, de comment concevoir un jeu, des choses comme ça. On n'a pas ce genre d'initiative par ici. Il y a des facultés qui proposent des conférences, etc., sur les jeux, sur le gameplay, on a, à ma connaissance, pas ce genre de choses par ici non plus. Donc, je ne crierai pas victoire, honnêtement, ni ouais, on est les meilleurs. Malgré tout, en l'absence de ces structures, en l'absence d'associations majeures, en l'absence de conventions majeures, en l'absence de liens avec les facultés, en l'absence d'ateliers, de machin, on arrive quand même, visiblement, dans plusieurs milieux, tu parlais de la bande dessinée que tu connais bien mieux que moi, à avoir quelques individus créatifs. Après tout, on parlait de Benjamin tout à l'heure, Benjamin Dibling qui travaille à Coaching Dream, une boîte de jeux vidéo, où il est dans plein, et qui collabore à plein de jeux de rôle avec des éditeurs. Bon, il vient, je dis de hier à la base, et il a passé de longues années sur Marseille. Donc, il y a effectivement des talents, et on peut s'en réjouir. On a cependant, je pense, une marge de progression assez forte si on avait effectivement ce genre de structure qu'on peut voir. Parce que le travail que fait, alors là, je suis désolé pour le troisième éditeur dont j'ai oublié le nom, ils vont me détester. En plus, ils m'invitent régulièrement. C'est d'être croc, hein, je suis désolé. Mais enfin, autour du manoir du crime, autour de leur boutique, ils ont énormément d'initiatives, de parties de GN, Pardon, j'ai pas compris. Black Book, tu l'as dit tout à l'heure? Non, c'est pas. Non, Black Book, ils sont sur Lyon, je crois, si j'ai pas de bêtises. Non, mais les trois Montpelliérains qui sont unis, ils ont une boutique, ils proposent des GN, ils proposent des tas d'initiatives qui sont. Oui, c'est ça. Non, c'est studio. Non, c'est ça. J'ai mentionné celui-là. Il y a Detcro et il y a Patron de Banc et il y a le troisième. Et que j'ai oublié. Et je suis désolé pour ça. Mais bon, peu importe. L'idée, c'est qu'ils font énormément de choses sur Montpellier aussi. Il y a aussi des ateliers, il y a aussi des choses. C'est super d'avoir comme ça un acteur majeur qui permet un petit peu Donc oui, on a des talents. Je suis désolé, je suis un peu lent pour répondre. Malgré tout, je vais pas agiter le drapeau marseillais. Alors, bon, je faisais, non, mais c'est une pointe d'humour. C'est vrai qu'on a des toujours pareil, des spécificités à Marseille qui sont notables. Bon, je colle un peu à l'actualité de façon un peu, avec un peu de provoque drôle. Tu vois, on a Raoult, par exemple. Alors, loin de moi l'idée de te comparer à Raoult, mais je me dis, je sais pas, le soleil de notre Provence, visiblement, ça agite les méninges. Et au niveau créativité, je trouve que on a quand même beaucoup de choses. C'est vraiment chouette. Moi, je pense que c'est le pastis. Hein. Alors, il y a aussi cette explication. C'est vrai, c'est une théorie qui est avancée par certains spécialistes. Je me resserre et je te dis ça. Je reviens. Parfait. Moi, j'ai une réponse. C'est qui qu'on entend plein de trucs qui parlent? C'est chez qui? Je sais pas. J'entends plein de trucs. Je pense c'est dans ta tête. C'est dans ta tête, Joe. C'est dans ma tête? Ah, d'accord. Non, j'entends du bruit, mais je ne sais pas d'où ça vient. Oui. Ah, bah, je l'entends plus. D'accord. Donc, j'ai une réponse dans la tête de Joël, c'est terrible. Non, j'ai une réponse. Marseille a beau être la deuxième ville de France, il y a la moitié de sa population qui vit avec moins de 1 000 € par mois. Et en fait, quand c'est le système D tout le temps, en fait, la créativité, elle est là. Et comme chez nous, pour s'amuser, en fait, il faut se débrouiller sans pognon, je pense qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Et en même temps, quand tu regardes les grandes villes de jeux, enfin les villes de jeux de rôle assez actives, souvent ce sont des villes plutôt bourgeoises, où les gens ont l'habitude de lire, où les gens. Il ne faut pas oublier qu'un jeu de rôle, c'est un investissement. Alors j'entends vraiment une radio, une CB, ou je ne sais pas quoi. Oui, je ne sais pas, moi j'ai rien chez moi. Moi non plus, j'ai rien qu'à allumer. Mais. Donc, non. En fait, ça doit être un écho, non? Ouais, c'est un écho de nous-mêmes. Je pense que c'est un écho de nous-mêmes. Et on a tous des écouteurs sauf Alix. Attendez. Là, si je me mets en mieux. Et ben voilà, on a trouvé notre coupable. Oui. Désolé. Oui, ce que je voulais dire simplement, ça n'était pas que dans ma tête. Hein, bon, d'accord. Pas que.
Mais aussi un peu quand même. Oui, un peu. Donc, Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que dans une ville qui a des difficultés économiques et sociales, c'est toujours plus délicat de faire des conventions, d'acheter des bouquins, de lire des bouquins et de faire jouer les jeux. en fait, quand on a tenu ici avec 2-3 associations, j'y étais un petit peu dedans, on avait réussi quand même à avoir jusqu'à 20 joueurs par semaine le samedi à la Cavanin avec l'association Cavanin, Renaissance ouais. à Marseille. Pendant 2 ans, on a été que 2 MJ, et puis au bout de 2 ans, tout à coup, on a été 5 ou 6. Du coup, on a pu un petit peu se reposer aussi. En fait, il faut se débrouiller, quoi. C'est-à-dire que là, on vient de changer le panel politique de la ville, mais celui du département s'est renforcé. Ça va être pire, en quelque sorte, par rapport à la tendance qu'on avait jusqu'à présent. Et en fait, sans vouloir faire de la politique à 2 balles ou du partisianisme, j'ai ma carte nulle part, soyons clairs, le fait est que la situation économique de la ville, avec une population qui est plutôt pauvre, en fait, il y a des petites assos qui ont réussi à faire des trucs à 20, à 30, etc. Mais on n'a pas... c'est plus facile dans les petits villages alentours. Par exemple, Roll and Troll a lieu à Gemnos. À la Garde, chaque année aussi, il y en a peut-être même 2. Les tisseurs de rêve et jeux de runes. Oui. Les tisseurs de rêve. Et en fait, dès que la municipalité est vraiment plus proche des habitants, tout à coup, tout est facile. Mais dans Marseille intramuros, c'est très très compliqué parce que ça relève du service politique en fait à chaque fois. Je pense que ça peut s'étendre, encore une fois sans faire de politique, mais ça peut s'étendre à beaucoup de domaines culturels. Oui. C'est vrai que tu peux toujours te démerder, il peut y avoir la débrouille, mais c'est compliqué de faire quelque chose d'un peu structuré, d'un peu organisé, parce que tu n'as pas forcément les aides et les structures que tu peux avoir ailleurs. Encore que j'ai envie de te dire que est-ce qu'il y a une grosse convention de jeux de rôle à Nice, par exemple, qui est pourtant une ville plus bourgeoise. Je sais qu'il y a des copains qui font la convention à Clans, à côté. Oui. Avec un petit coucou si certains nous regardent. Il y a aussi, enfin il y en a plein d'autres parce que en plus j'ai eu le bonheur d'être invité plusieurs fois. Il y a dans les petits villages aux alentours, il y a je n'ai pas retenu forcément le nom à chaque fois, mais il y a plusieurs initiatives qui sont faites, mais pas à Nice. C'est de rejoindre un peu ce que tu disais. On a Gémenos, on a des choses comme ça dans le coin, mais on n'a pas Marseille. On l'a pu avoir dans le temps quand c'était possible à faire dans les facs notamment. Mais on va y arriver. Il y a des trucs dans les tuyaux, on va y arriver. Revenons à notre mode. Arrêtons de voir. Je voulais juste te dire, cela dit, Wari a réussi à organiser une petite convention spécifique sur Meute au mois de février dernier. Même on a des photos. À Marseille. Même des photos. Oui. Effectivement, c'était vraiment super puisque on a pu, pendant le week-end du 2 février 2020, en fait, se retrouver dans une bastide à Éour, donc à un jet de pierre de Marseille, entre Marseille et Aubagne, dans une bastide que du coup j'avais réussi à privatiser et où donc on a pu rassembler une quinzaine de fans de Meute qui sont venus d'un petit peu partout. Et donc, on a pu passer samedi après-midi, samedi soir, jouer tout le samedi soir, et dimanche matin, en comité un peu réduit. Moi, c'est ça que j'aimais beaucoup dans la proposition de départ, c'était un côté pas grosse convention, etc., mais un truc quand même un peu ramassé autour de l'auteur, tu vois, et du coup, je trouve, Julien, tu vas nous dire un peu le souvenir que tu en as, mais je trouve que ça a bien marché dans le sens où effectivement, le petit-déj, par exemple, ou le repas du soir, on était vraiment dans une belle tablée, et moi je trouve que le principe de Meute, là, il avait vraiment marché à plein, quoi. Parce qu'on était à portée de voix, on a pu échanger, discuter avec les gens t'ont interpellé. Voilà, ça c'est la photo de fin avant qu'on ne se sépare. Oui, d'ailleurs, il y a Grestock qui est dans le chat, là, je lui fais un gros coucou. Ah oui, qui est donc venu à cette convention. C'était très sympa parce qu'effectivement, il y avait, alors en général,
Il y a des exceptions. En général, les conventions de jeux de rôle se passent dans un bon esprit. Mais là, c'est vrai qu'il y avait vraiment un esprit de convivialité, de camaraderie qui était assez sympathique. On a eu aussi de bonnes initiatives, notamment, je pense à Benjamin Dipling qui devait venir et qui, au dernier moment, malheureusement, n'a pas pu venir. Et on a MJ, donc, qui est bien connu sur Marseille, c'est Canary, qui au pied levé comme ça, je l'appelle du style, mais genre l'avant-veille, quoi. Ah là, j'ai une galère, est-ce que tu peux venir maîtriser une partie? C'est un scénario, tu le maîtrises, c'est pas le tien. Bon, le jeu, tu le connais, mais là, c'est pas le tien. Il faut que tu le vois et que tu fasses jouer 3 parties dans le week-end, voilà, de meute à ce scénario. Et il a accepté tout de suite. Et c'est vrai que, avec Iseux aussi, sa compagne qui nous a beaucoup aidé en termes de logistique, et tout, alors qu'ils ont été prévenus vraiment et ça a ajouté aussi à ce côté très convivial et à cette bonne ambiance. C'était un excellent souvenir. On a aussi été très bien accueillis par le propriétaire de la Bastide. Et puis Wary a fait un super boulot, évidemment, d'intendance et de logistique et de MJ, puisqu'il a maîtrisé aussi. Voilà. Donc, non, c'est un super souvenir et c'est la preuve qu'on peut organiser. Alors, je dis pas facilement. Qu'on peut organiser des événements, et y compris des événements dédiés. Ça, c'était un petit peu, voilà. Enfin, je veux dire, encore une fois, Meute, tout le respect que j'ai pour ce que j'ai fait. C'est pas Donjons et Dragons non plus. Je pense que le mec de Wizard of the Coast, il se réveille pas la nuit à 3h du matin avec des sueurs froides en disant Meute. Je pense qu'il va bien. Mais ça prouve que même sur un jeu donc qui n'a pas la carrure de cela, on peut faire des événements dédiés. Alors après, le confinement a un peu tout bousculé, mais au début, j'avais eu quelques contacts pour reproduire cet événement un petit peu partout, enfin d'autres endroits de France, et j'adorerais faire ça. Donc des petites conventions comme ça ciblées sur le jeu, des assemblées des loups du nord, de l'est, de l'ouest. Enfin, j'adorerais faire ça. Bon, évidemment, le confinement a un petit peu tout bousculé et je ne sais pas si ça se fera. Mais voilà, en tout cas, on a parlé des difficultés qu'il peut y avoir à Marseille ou dans le coin. La preuve qu'on peut faire, encore une fois, pas forcément facilement, mais qu'on peut faire quelque chose. Et quelque chose de très sympa. Je crois que les gens qui sont venus, y compris ceux qui sont venus de loin, hein, on parlait de Crestock qui viennent de Bordeaux, ou du moins de la région de Bordeaux, si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils étaient plutôt contents. Enfin, j'espère en tout cas. Et voilà, c'est chouette. Je pense. Merci, Wary. Moi aussi, j'en garde un super souvenir et j'ai vraiment été honoré de la confiance, parce que c'est vraiment de la confiance que nous ont témoigné en fait les 15 participants. Parce que voilà, un premier événement comme ça, et les gens ont suivi. Donc c'était vraiment top. Et moi, je suis convaincu que il y aura des suites. Ça se refera sitôt que la situation rentrera dans l'ordre. De Périgueux, l'ami Grestock. Oui, c'est ça. Je vais pas se tromper. Et pardon pour Kerinden, mais son pseudo est moins clair pour moi. Kerinden, c'est Karim. Kerinden, c'est Karim. Ah bah ouais, comment tu veux que je retrouve? Je peux pas le savoir. Bah non. Là, tu vois, tu es exactement dans la situation moyenne d'un organisateur de grandeur nature ou de convention. Les gens, ils ont un vrai nom, ils ont un pseudo Facebook, ils ont un email, ils ont. Ils partent du principe que pour toi, c'est clair. Que c'est voilà. Bien sûr. C'est évident. Bien sûr. Voilà. Bon, mais... Enfin. Donc, bon, alors, on réussit à revenir un petit peu à Meute. Alors, du coup, pendant cette convention, qu'est-ce que vous avez exploré? Qu'est-ce qu'on peut dire du jeu à l'issue de cette rencontre, de cette meute particulière? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je commence, tu veux dire quelque chose? Non, Julien, vas-y. Ouais. Non, alors le truc, c'est que cet événement, outre le fait de se retrouver, de faire un événement qui fasse plaisir, c'était aussi un moment pour tester il y a un supplément donc, qui est prévu pour Meute, qui va s'appeler Errance, et qui va proposer 4 contextes différents du Gévaudan, donc 4 contextes qui ont été écrits par 4 autres auteurs que moi. Donc c'est 4 settings en fait. 4 settings, c'est ça. Donc bien, ça. Il y a le Luberon qui a été écrit par rien d'autre que Monsieur Wary ici présent. Voilà. Il y a donc Benoît Felten qui a écrit un setting sur les Pyrénées. Benjamin Dipling, dont on a parlé, qui a écrit un setting sur Paris. Qu'on verra sous peu dans l'émission. Ah, super. Et Romain Duissier qui a écrit un setting sur les Ardennes.
Donc, ouais. Et tout cela est fort sympathique. Les textes sont finis pour la petite histoire. Ils sont en relecture. Et donc, à cette époque-là, tout n'était pas encore aussi cadré, mais néanmoins, c'était une façon de faire un petit teasing, une première preview. Pour ça qu'on envisageait éventuellement, si ça marche, pourquoi pas le refaire. Mais c'était effectivement une façon de présenter un petit peu les settings. Donc, Wary a fait jouer Hamlet, certes, mais dans son contexte, le Luberon. Canary, donc, il a remplacé au pied levé Benjamin et donc a fait jouer dans le setting de Paris. Et quant à moi, j'ai récupéré le setting de Romain Ducier, les Ardennes, et j'ai fait jouer un scénario dans les Ardennes. Donc et tout le monde a pu jouer aux 3 scénarios. On a fait tourner tout le monde en fait. C'est bon, Tout ça. le monde est un petit aperçu des 3 settings, et sachant que les settings, on propose bien sûr, et c'est très amusant pour l'auteur de Meute que je suis, de voir comment les gens se sont emparés et ont proposé des ambiances différentes. Par exemple, le curseur sur le son naturel est quelque chose qui m'a beaucoup plu, de voir comment certains, on va les mettre vraiment, Romain Ducier, on le connaît, hein, il aime bien le fantastique, il a poussé un petit peu plus les manettes du surnaturel pour que ça colle un peu plus à ce qu'il aime, je pense. Et par exemple, Benoît Felten, lui, il les a plutôt tirés. Il y en a un petit peu moins, tu pourrais presque faire jouer sa campagne sans être vraiment un lycanthrope. Finalement, j'exagère à peine. Mais donc ça, par exemple, c'était très intéressant de voir. Intéressant de voir comment des gens, y compris des gens que je connais très bien, comme Wary et comme Benjamin, comment ils allaient travailler sur Meute, en fait, sur ce que j'avais fait moi. Et je savais que Wary, avec son goût pour l'histoire et tout ça, je me doutais qu'il allait utiliser beaucoup de choses du folklore, certes, bien sûr, du surnaturel évidemment, mais qu'il allait aussi beaucoup utiliser l'histoire. Quant à Benjamin, c'est un grand amoureux de Paris. Moi, je ne le savais pas forcément, ça. Je l'ai découvert quand j'ai lu son texte, c'est assez évident. Donc voilà, pour moi aussi, c'est intéressant parce que tu découvres aussi les gens avec qui tu travailles, et c'est super. Et puis maintenant, on travaille aussi donc avec Mathilde Marlot, qui est une illustratrice qui travaille pour Casus Belli et pour BBE en général, enfin assez souvent, et qui va illustrer Errance, et ça me fait aussi très très plaisir de travailler avec elle, parce que c'est aussi ça, de travailler sur un jeu, et c'est très important d'ailleurs de mon point de vue, c'est des rencontres, des échanges, des partages, et c'est ça qui est très agréable. C'est pour ça que quand tu réussis par exemple à gagner un prix, c'est pour ça que ça fait plaisir, d'autant plaisir, parce que c'est pas juste un peu aussi, je vais pas mentir, mais c'est pas juste une réaction égotique, c'est aussi du partage. Et j'espère que Errance aussi fonctionnera et trouvera son public, parce que je pense que le travail que tout le monde a fait, pour le coup, le mérite. Voilà. Oui. Mais j'ai envie de réagir en me disant, la chose intéressante, c'est le mot curseur. Tu as dit en fait un truc très intéressant, parce que du coup, on sait que c'est possible. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'une seule façon de jouer à Meute. Ça, c'est très intéressant. Oh, mais c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on peut faire exprès aussi de faire rejouer le même setting, le même scénar un certain nombre de fois, en faisant exprès en tant que MJ de doser les choses de façon différente et d'obtenir en fait des ressentis de jeu complètement différents. Et c'est pas facile. C'est pas si facile de réussir une recette à ce point-là. C'est du coup, je suis encore moins étonné. Je suis encore moins étonné du secret du jeu en fait. C'est pas forcément à moi de dire qu'elle est réussie, mais ce que je voulais dire simplement, c'est qu'effectivement, le jeu de rôle a ce site particulier. Tu vas accepter les compliments à un moment donné. Ouais. Mais il faut que j'aille consulter, je sais. Mais c'est vrai que quand une des particularités, je pense, du jeu de rôle, c'est que, ok, et moi j'aime beaucoup ça, tu fais une proposition d'auteur, entre guillemets, même si c'est différent d'un roman. Encore une fois, je ne pourrais pas être romancier, mais quand tu fais une proposition, mais cette proposition, il y a un meneur de jeu qui va s'en emparer, il y a un groupe de joueurs d'ailleurs plus largement, et il peut faire quelque chose de complètement différent, et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que derrière, il va y avoir que le type qui a acheté ton jeu, si ça se trouve, il va caler une table avec. Il faut accepter que, tu vois, et qu'il va faire quelque chose. Moi, j'ai déjà eu j'ai eu un gars, une fois, je la raconte cette anecdote parce qu'elle me fait rire à chaque fois. J'ai un type qui m'a dit, ah, j'adorais ton jeu, super. Hein. Moi, j'y fais jouer. Bon, j'ai changé les règles et puis on joue pas dans le même univers, mais j'adore ton jeu. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que, bon, voilà, c'est ça le jeu de rôle.
c'est ça, Mais effectivement. mais c'est ton bouquin qui l'a inspiré. Du coup, C'est ça, Oui, c'est voilà. exactement ça. Mais je veux dire, bon, c'est pas grave, comme je te dis, il cale une table avec, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais Moi, ce que je trouve marrant sur ce que disait Joël là, il y a un instant, là, c'est effectivement ce que tu disais sur le fait qu'on peut bouger les curseurs, effectivement. Ben, tu sais, moi, ça me fait penser un peu aux exercices de style de Queneau, tu vois. Une seule phrase, un type qui monte, etc., mais qu'on peut décliner de plusieurs façons différentes. Et c'est un petit peu, le même concept dans le sens où, bah oui, tu peux jouer à Meute en mode ultra, j'allais dire, réaliste, ou effectivement en poussant le fantastique, et le même scénario, et voire même peut-être le même setting, bah, tu peux le réexplorer, le redécouvrir de façon différente. Et le lien avec l'histoire, moi, c'est un des trucs qui m'a fasciné en fait la première fois que j'ai découvert Meute, c'est la possibilité de jouer avec l'histoire, avec un grand H en fait. Ça, je trouve ça super. Et c'est un des points communs de Meute avec des jeux comme Vampire, Nephilim, etc. C'est que on est sur quelque chose qui va nous... Hurlement, bien sûr, le jeu de rôle de l'initié avec le veneur. C'est qu'on est sur un jeu qui va nous permettre en fait de jouer avec l'histoire. Ça, je trouve ça fabuleux. Pouvoir venir participer à des grands événements ou petits locaux, ça c'est une proposition du jeu qui est extraordinaire. La deuxième, c'est le folklore. C'est que c'est la première fois que je voyais mis en avant comme ça, valoriser le folklore français qui est juste excellent quand on se donne la peine de le découvrir un peu. on n'a pas besoin de chercher très longtemps. Et on tombe C'est sur ça. C'est ça, et on tombe sur des pépites, quoi. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a fasciné dans le jeu. Et d'ailleurs, je me pose une question, Julien, un petit peu provoque là aussi peut-être. Question que je te pose directement. Maintenant que le jeu est sorti, bon voilà, il est connu, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un truc que tu changerais? Oh, c'est riche comme question. Avec le recul, avec 2 ans d'existence, etc., plein de conventions, plein de gens qui y jouent, etc., voilà, on en a parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose, en fin de compte, en le relisant ou en te retrouvant derrière ton écran de MJ, que tu te dis, ah bah ça, en fin de compte, si j'avais le temps, peut-être je le ferais différemment. Il aurait pris l'hamster. Voilà. Il aurait quoi? Il aurait quoi? J'ai pas Des entendu. hamsters. Des hamsters au trop, ça aurait été quand même beaucoup plus pertinent. Oui, peut-être. Original. On aurait pu remplacer la chasse par des tours de roue, ça aurait été vachement plus sympa. C'est un peu mon grand regret. Alors, je pense surtout en termes de règles, en fait. Hein. C'est pas, genre, à mon avis, le contexte, enfin, le background du jeu, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose que tu aurais changé, mais en termes de règles, par exemple, de mécanique, de... Il y a toujours des... Enfin, globalement, j'en suis assez satisfait des règles. Après, il y a toujours des petites retouches qu'on peut faire. Je me rends compte moi-même que quand j'y fais jouer, il y a des choses que que j'ignore ou des choses même que j'oublie. Des choses comme ça. Par exemple, très récemment, on a fait une partie en ligne ensemble avec Wari, et Wari, tu me disais, ben moi, j'utilise les démeutes pour faire des relances. J'ai fait, mais tu sais que c'est juste pas les règles, ça. Ah bon, mais voilà, chaque meneur va faire un petit peu... Ça l'approprie, oui, tout à fait. Va changer des choses, et peut-être qu'effectivement... moi, je n'aime pas trop, si tu veux, je peux me faire que des amis là-dessus, peut-être, mais je n'aime pas trop dire dans les règles, en fait, les règles, vous pouvez les oublier, faire ce que vous voulez, si vous voulez, tout ça. Je trouve que cette règle d'or, qu'on peut trouver dans d'autres jeux, qui dit faites ce que vous voulez, genre, je trouve 2 choses. D'abord, le formuler comme ça, c'est un petit peu un aveu d'échec. Je suis pas trop sûr que mes règles soient bien, ou alors limite, je provoque un peu, hein, ou alors je les ai pas suffisamment testés, donc vous pouvez tout changer, vous pouvez changer. Si ça fonctionne pas, ben, n'hésitez pas à changer, parce que moi, au final, j'en sais rien. Or, on n'imaginerait pas faire ça avec l'univers. Tu vas pas dire, bah écoutez, si les dragons ça vous plaît pas, mettez des colombes, hein, ça c'est pareil. Non, normalement les règles, tu y as pensé, tu essaies de proposer une expérience de jeu, et une expérience de jeu, c'est un univers et des règles. Donc tu essaies de faire une vraie proposition. Après, évidemment que tout le monde ne va pas jouer by the book, que les gens vont changer. Quelque part, le fait que les gens vont s'approprier les règles, c'est implicite, et c'est de la même manière qu'ils s'approprient l'univers.
De la même manière que quand tu vas faire un scénario, tu vas dire, bon, ça plaît pas, je vire cette scène et je vais en rajouter une autre et je vais rajouter ce PNJ, c'est un homme, et ben non, moi je vais dire que c'est une femme, et puis voilà. Et ben de la même manière, la règle de combat, l'initiative, elle est un peu lourdingue, je vais virer ça, je vais mettre autre chose. On fait ça avec tous les jeux et ça va de soi. Je vois pas pourquoi dans les règles on est obligé de dire, si vous aimez pas les règles, soyez libre d'en changer. Et le reste aussi, en fait. Et donc, en fait, ton jeu, on l'achète pas. Bon, bref. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Non, mais Alors, le truc qui se passe, en fait, c'est que d'un point de vue éditorial, c'est un peu. C'est presque. C'est presque un mantra, en fait, cette phrase. C'est-à-dire que si tu la mets pas, tout le monde se dit ah, tiens, franchement, ils se prennent pas pour de la merde. Alors que Oui, si tu la mets. Alors que si tu la mets, en fait, tout le monde trouve ça normal. Moi, je pense qu'en fait, c'est pratiquement une question d'habitude. Parce que de toute façon, la pratique fait que nous autres qui sommes derrière nos écrans à nos tables de jeu, on fait exactement comme on a envie. Bien entendu. Oui. Donc, alors, du coup, pour répondre à la question, parce que je n'ai pas répondu, je t'en prie. Vas-y. Ah bon? Non, je n'ai J'ai pas vraiment répondu. Il m'a dit qu'est-ce que je changerais. Ouais, J'ai voté en touche là. C'est vrai. Non, je changerai pas grand chose. Il y a peut-être des textes complémentaires que je mettrai. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que c'est futile, mais c'est toujours un tout petit peu agaçant quand on te dit mais attention, il y a des loups, il n'y a pas d'alpha, voilà, ou alpha comme dans Mal Alpha, c'est un jeu masculiniste. Alors on m'a pas attaqué, j'ai pas été pris dans une shitstorm et je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Mais effectivement, de temps en temps, j'ai eu des petites. D'ailleurs, ça pouvait être des questions tout à fait posées sans arrière-pensée d'ailleurs, mais et voilà, peut-être que j'essaierai d'être plus clair sur ces sujets-là. Au niveau du texte, en fait. Au niveau du texte, au niveau des règles, j'ai essayé de faire les règles. J'avais des objectifs sur les règles. Arriver à organiser les deux personnalités, avec les capacités, avec le fait que ça soit de plus en plus facile de laisser le loup s'emparer du contrôle, mais par contre l'inverse plus difficile. Bon, faire un système de relations pour provoquer un petit peu du jeu à la table entre les joueurs, faire que le combat soit hyper simple, hyper rapide, parce que je peux pas bassiner tout le monde sur le fait que c'est un jeu sur les relations et proposer 50 pages de combat avec un catalogue d'armes, c'était pas possible. Donc il fallait faire rapide. Et en plus, on est censé jouer des prédateurs, donc il fallait que ce soit féroce. Donc faire un jeu rapide au niveau du combat, et dans le sens où au bout de 2 rounds, il y a quelqu'un qui part terre forcément. Et c'est parce que ça permet aussi aux joueurs de réfléchir avant de se relancer dans l'action et peut-être, qui sait, envisager d'autres solutions. Donc voilà, donc j'avais cet esprit-là, j'ai passé beaucoup de temps sur le système. Je dis pas qu'il est parfait, je dis pas qu'il est miraculeux ou qu'il révolutionne le jeu de rôle, loin de là, mais je pense qu'il fait le taf. J'ai la faiblesse de penser qu'il fait le taf et qu'il accomplit et qu'il joue son rôle dans l'expérience de jeu que je voulais provoquer. Maintenant, il y a toujours des choses qu'on peut à la marge modifier, que chaque MJ est libre de faire, bien sûr. On t'entend pas, Joël. Je t'entends pas, ça a l'air vachement bien ce que tu dis, mais c'est con, c'était sa meilleure réplique de la soirée et on l'a pas entendu. C'est ça, c'est foutu. Ouais, je sais pas. C'est bon là. Ouais, je me suis fait le siffler sans faire exprès. Donc, moi, le truc ce que tu viens de dire, ce que tu viens d'expliquer à propos du système de règles, fait écho à ce que Lunart, Christophe, disait lors de l'émission sur Hémisphère, quand il a parlé de ses projets à lui, parce que c'est l'illustrateur, c'est l'illustrateur invité par l'auteur-illustrateur qui a complété la bible graphique du jeu. Et lui, donc, il a quelque chose sur la folie. Il prépare un truc Lovecraftien, mais pas du tout dans la veine de ce qui se fait déjà. Un truc un peu clinique. J'espère que ça va voir le jour parce que ça va. Oui, tout à fait. Ça va être sympa, ça. Ouais, c'est pas mal. Et le truc qu'il disait lui, c'est il tient à son système, comme tu viens de dire, toi, que tu as passé du temps à faire celui-là. Et en fait, comme ça, en boutade, en briefing de l'émission, je lui dis, c'est vrai que le système, c'est un outil doctrinal, en fait, par rapport à ton univers de jeu. Et il a pris un truc. Je dis, c'est juste, c'est pas un gros mot, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, selon comment tu veux orienter ton univers, dans ton système de jeu, ça se voit en principe. Effectivement.
le système de jeu, il a tendance à t'emmener vers une certaine façon de jouer. Libre au maître de jeu de pas embrayer ou de pas le voir d'ailleurs, parce que je pense que la plupart du temps, en fait, quand le maître de jeu ne se sert pas du système, n'essaye même pas, commence de suite par faire des modifications, c'est qu'en fait, c'est une question qui lui échappe. Alors qu'en fait, quand quelqu'un qui est créateur d'univers a créé aussi un système, en fait, il y met une philosophie. Et je le dis du point de vue du scénariste de grandeur nature aussi. Parce que quand tu as un système où il n'y a pas de dés et qui est basé sur le fair play de tout le monde, c'est une véritable déclaration d'intention en soi, ce système. Voilà. Et en fait, moi, je t'entends, je trouve ça intéressant que tu dises, bon, mais en fait, j'ai insisté pour que le fonctionnement interne de ma créature, que le fonctionnement interne des personnages, il soit le plus en adéquation avec ce que j'avais imaginé. Moi, j'entends que c'est une question de système. Voilà. Voilà. Moi, ça me plaît bien. Agacé, c'est un bien grand mot. Mais beaucoup de joueurs de jeux de rôle ou de maîtres de jeu disent, oh, de toute façon, le système, on s'en fout. L'essentiel dans un jeu de rôle, c'est l'univers. Le fameux, tu prends Cthulhu et tu adaptes, tu sais. Moi, ça m'agace un tout petit peu parce que quand tu es auteur derrière, tu as bossé les deux. Parce que tu peux provoquer une expérience de jeu. J'ai la faiblesse de croire, mais je peux me tromper et je comprends que des meneurs de jeu puissent ne pas faire le même choix que moi. Mais j'ai la faiblesse de croire que si tu joues à Meute avec le système de Cthulhu ou avec le système de Donjons et Dragons, tu n'auras pas la même expérience de jeu à la fin. Je ne dis pas que tu vas avoir quelque chose de moins ou de plus recevable, tu auras juste quelque chose de différent. Donc si tu as quelque chose de différent, ça veut bien dire que le système dédié, il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer en la matière. Voilà, c'est juste. Alors je pense en fait qu'il y a, parce que c'est un vieux truc, ça, c'est une vieille ancienne, ça, qui revient tout le temps, le système, l'univers, etc. Je pense effectivement profondément que le système d'un jeu est censé servir la proposition du jeu et l'univers. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. La première, c'est quand on joue juste entre nous, entre potes, et quand tu joues en convention. Parce que personnellement, par exemple, quand je vais en convention et que, par exemple, je tombe sur un MJ avec qui je vais jouer et qui va me dire, ah oui, bah écoute, je fais jouer à Meute, mais par contre, j'ai changé ça. Bon, si tu veux, il y a un côté conventionnel, c'est que quand je m'inscris à une table pour jouer à... Non, mais c'est vrai, je pense que la différence, elle est vraiment là. C'est-à-dire que c'est une convention, un livre de règles, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand je le lis, je sais comment je vais résoudre mes actions. Quand je vais voir ma feuille de personnage, je vais pouvoir estimer mes chances de réussir telle ou telle action parce que on est d'accord sur les règles et que donc j'ai une visibilité sur ce que je vais faire. Le pire, c'est quand tu arrives à une table, par exemple, de donjon et que voilà, le MJ te dit, ah oui, alors par contre, moi, tu comprends, je fais comme ci, je fais comme ça, etc. Je dis, pourquoi pas? Mais ça, c'est quand tu joues avec des potes chez toi, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, donc on adapte. Le contrat social est pas le même. Exactement. Par contre, moi, j'aime bien retrouver les règles du jeu telles qu'elles sont décrites par l'auteur, même si c'est pas la virgule près. Ouais. Alors, profitons-en pour embrayer, parce qu'on est sur ce type de discussion. On a donc. Attends, il y a Alix qui voulait dire quelque chose. Oh. Oui, pardon. Merci, sympa. Merci, Wari, merci. Non, en fait, par rapport au système de jeu, je pense qu'il y a quand même deux niveaux de système de jeu. Il y a le niveau pragmatique de OK, comment tu veux résoudre une action, et le niveau en fait de la création de perso qui te permet en fait de donner de l'ampleur à ton personnage qui va supporter le scénar et le scénario qui va se servir de son personnage pour avancer. Il y a quand même deux choses qui sont, selon moi, de niveaux différents. Si la fluidité de la résolution d'action est plutôt gérée avec un D100 ou un D20, on va dire ça, on s'en fout. Mais par contre, je suis d'accord que selon certaines mécaniques, c'est plus intéressant de conserver le système tel quel parce qu'il a été pensé pendant des heures et des heures et des heures. Jour, nuit, tu sues sang, eau et toutes les fluides possibles sur ton scénario. Non, mais ça, je l'entends très bien, mais le problème, c'est que derrière, une fois que c'est produit, bah, ton œuvre, elle t'appartient plus du tout. C'est-à-dire que les gens la prennent, et puis après, ils en font ce qu'ils veulent. Bien sûr, non, mais c'est ce que je dis. Ce que je veux dire, bien entendu, je l'ai dit d'abord, tu veux acheter Meute et tu veux changer le système, il n'y a pas de problème.
Moi, simplement, ce que je réagis, quand on dit, oh, le système, ça compte pas, ça m'agace un petit peu, Ouais. que ce soit de Meute ou d'un autre jeu. Si le mec Oui, qui a je fait suis Cthulhu, d'accord avec ça. si le mec qui a fait Cthulhu, il s'est dit, je vais rajouter une mécanique de santé mentale. Et ben, c'est qui s'est dit que la folie, c'était important dans ce jeu. Dans Donjons et Dragons, il n'y a pas de mécanique de santé mentale. C'est peut-être parce que la folie n'est pas aussi importante dans son jeu. Et donc, à partir de là, les règles, alors, si tu choisis, toi, MJ, de te débarrasser de la santé mentale, parce que tu veux faire du Indiana Jones, en fait, il y a juste zéro souci. Et juste comprends ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et voilà, tu te dis, voilà, moi, les règles, elles ont été faites pour simuler telle expérience de jeu. Moi, je ne veux pas ça, je veux autre chose, et donc je change. Et là, j'ai aucun problème. En fait, ça rejoint ce qu'on appelle la note d'intention chez les GNistes, c'est-à-dire en gros, voilà, les gars, on va jouer à ça. Voilà, donc, et notamment, on le fait d'autant plus en matière d'univers quand on utilise quelque chose qui existe déjà. Quand on joue dans un univers qui a une fan base et que les gens qui viennent jouer sont des fans, si on change des trucs, il faut les prévenir. Il faut les prévenir parce que sinon ça rejoint ce que disait Wary en convention. Voilà, c'est ça. C'est pareil. C'est pour ça. En fait, on ne doit pas tromper les gens sur la marchandise. En fait. Ah, tout à fait. C'est ça le truc important. Après, chacun fait comme Agigor, chacun fait comme il veut, mais on ne doit pas tromper les gens sur la marchandise. Ça participe du fait que ça se passe bien. Quoi. Voilà. C'est très clair. À ce propos, puisqu'on est sur ce sujet, est-ce que je peux poser juste une question? Parce qu'on est précisément sur ce sujet-là. Parce que, par exemple, voilà, vraiment rapidement, mais c'est un truc, je pense, intéressant. Par exemple, dans Meute, les joueurs ne lancent pas de dés. Tous les jets sont faits, le maître de jeu ne lance pas de dés. Tous les jets sont faits par les joueurs. Donc ça, c'est clairement une déclaration, enfin, c'est une intention. C'est une intention, et en fin de compte, la question que je vous posais, c'est quelle est-elle, justement? Parce que tu n'as pas fait ça par hasard, justement. Oui, c'est parce que je suis feignant, j'avais pas envie de jeter les dés, c'est tout. Hein. Non. Ça s'entendrait. Hein. Après, quand tu poses le verre dessus, ça sera en vert, c'est tout. Non, c'est pas possible. Voilà. En fait, l'idée, en fait, c'était moins, l'intention est moins de ne pas faire jeter les dés au MJ qu'au départ, c'était un souci de simplification. Et ça, c'est quelque chose que j'ai piqué d'ailleurs à d'autres jeux aussi. Hein, je ne l'ai pas du tout inventé. Le fait de dire, tiens, pour simplifier le jeu, et le fait que, notamment le combat, tout ça, machin, je ne vais pas considérer les G contre d'autres PNJ comme des G contre G, mais simplement les PNJ vont être des difficultés comme les autres. Un obstacle, je vais sauter par-dessus un trou, je vais te mettre une difficulté. Je veux taper ce gars, je vais te mettre une difficulté. Et donc, ça me permettait de simplifier. En fait, je voulais des règles simples, fluides, et y compris pour le combat, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Donc, la volonté d'éviter de multiplier les jets de dés. Et j'ai trouvé... Oh là là, aujourd'hui, j'ai plus de mémoire, alors je vais pas citer son jeu parce que je me rappelle plus de nom, mais il y a un jeu que j'ai lu effectivement d'un copain en plus. Je me rappelle plus aujourd'hui. Je fais mon poisson rouge, c'est terrible. Je pense que tu as perdu un copain là. Ouais, je dis pas son nom, je dis pas le nom du jeu. Mais à la lecture du jeu, effectivement, il avait un système assez proche là-dessus. Et j'ai fait, finalement, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal dans un souci de simplification, qui est le moins de jet de dés en question. Et donc, l'un des plus grands moteurs du nombre de jets de dés, c'est les jets en opposition. Y compris dans le combat, parce que là, tu as l'initiative, et tu as le jet d'attaque, et puis tu as le jet de dégâts. Et puis je me suis dit, tiens, je vais pas faire de jet d'initiative, et puis le jet d'attaque, on va en déduire les dégâts aussi. Et puis en face, il n'y aura pas de jet de défense, en fait. Ça va être un jet d'attaque contre une difficulté, et on en tirera, si ça touche, il y aura les dégâts, on va immédiatement dire. Et donc ça me permettait de fluidifier au maximum, ou en tout cas assez loin, le combat, qui est un élément extrêmement mécanique en général. Et bien entendu, comme j'aime pas trop les jeux, après je critique pas, mais moi, mes goûts, j'aime pas trop les jeux qui ont des sous-systèmes différents selon ce qu'ils essaient d'émuler. J'ai juste appliqué ça partout. C'est-à-dire que tu prends ton attribut, tu construis ta poignée de dés avec les différents éléments du jeu, on va dire, et tu jettes contre une difficulté, point barre. Et donc du coup, il n'y avait plus besoin que le MJ jette le dé. Et c'était très bien. Alors, comme tu as quand même dans Meute, il y a une réserve de dés centrale qui s'appelle le lien de Meute, où tu vas piocher. Retirer le meneur de jeu des lancers de dés, ça permet. Il y a quand même beaucoup de manipulations. Il peut y avoir des manipulations de dés, il peut y avoir des poignées de dés qui peuvent être importantes sur les jets importants.
Donc du coup, retirer le meneur, ça me semblait pas idiot, en termes aussi de faire moins de manipulation de dés autour de la table. Ça me semblait pas bête. Voilà. Donc du coup, tu recentres le MJ dans son rôle essentiellement de narration, voilà. Oui, c'est vrai, mais alors pour être totalement franc, l'intention de base, c'était celle que j'ai dite à la base, de simplification des règles. J'avais pas, à l'époque, mais tu as raison, hein, mais je n'avais pas à l'époque forcément formalisé dans ma tête, oui, comme ça recentre le meneur un petit peu en arbitre, etc. etc. Ça a été un effet incident qui est qui est plutôt une bonne chose et auquel je souscris tout à fait, mais voilà. La chose que je vois qui est intéressante dans ce processus, c'est qu'en fait, tu choisis l'adversité, tu choisis ce qui va être difficile dans le scénario, tu produis, tu produis les adjuvants, les opposants, etc. Mais en fait, tu ne participes pas vraiment à la résolution de ces problèmes que tu crées aux joueurs. Si ça se passe mal, c'est de ta faute. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a finalement pas une réelle opposition entre le maître de jeu et les joueurs, comme ça se voit dans la plupart des systèmes où il y a effectivement des DG d'opposition. Là, il n'y en a pas. Donc en plus, on peut. Enfin, moi, j'ai envie de rapprocher ça d'un système de jeu de plateau collaboratif où en fait, voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas une adversité algorithmique, il n'y a pas, voilà, il y a pas d'objet en face à vaincre. Il y a vraiment une problématique. Je trouve que ça rejoint pas mal, peut-être que tu l'as fait que par simplification, mais ça rejoint vraiment pas mal les premiers mots que tu as prononcés à propos du vivre ensemble et du fait d'essayer de trouver des solutions alternatives à la violence. Voilà, je trouve ça super intéressant. Et ça permet de faire le lien avec la question que tu as affichée de Torcrin, je crois, sur le jeu pour les débutants. J'ai essayé d'y répondre en même temps. C'est vrai que ça permet de simplifier. Ça permet de simplifier, effectivement, et d'avoir, c'est un choix, un parti pris. Le combat, je voulais pas que ça dure très longtemps. Le système, c'est un système c'est un jeu qui se veut plutôt social, etc. Donc je veux pas qu'on passe trop de temps sur la mécanique. Du coup, la mécanique, je suis pas forcément le mieux placé pour le dire, mais me paraît simple. Le système me paraît accessible aux débutants. L'univers me paraît pas compliqué non plus, plutôt accessible. Il se passe sur le folklore, et ça passe en France de nos jours avec le folklore. Même si on y a des éléments, on peut utiliser l'histoire, mais c'est plutôt une source d'inspiration. Donc le jeu me paraît complètement accessible à débutants. Après, j'ai d'ailleurs fait jouer des adolescents, des choses comme ça, hein, enfin des joueurs, un groupe d'adolescents. Après, effectivement, c'est pas un jeu. Voilà, si tu as un groupe plutôt qui aime bien les défis techniques, les combats difficiles, où il faut réfléchir, etc., ça va pas être le bon jeu parce qu'effectivement, en termes de simulation de combat ou d'action, etc., des joueurs vont pas y retrouver leur compte très clairement. Et c'est vrai que si par groupe de débutants, on entend un groupe qui a fait 2-3 parties de donjon et qui aime bien un petit peu se faire des défis comme ça va pas être le bon jeu. C'est un jeu où on va beaucoup mettre l'accent sur les relations sociales et peut-être parfois se retrouver face à des dilemmes, à des choix difficiles, ce que j'aime bien moi dans les scénarios en général. Donc peut-être effectivement que si tu joues avec des enfants, par exemple, ce sera compliqué. Et encore, je pense qu'il y a moyen d'adapter pour leur proposer des choix qui soient cohérents pour des enfants. Parce qu'au niveau des règles et de l'univers, bien entendu qu'il y a des créatures qui peuvent passer pour des monstres, entre guillemets. Donc si tu joues avec des enfants de 4 ans, bon, peut-être que... Mais globalement, système simple, univers qui est relativement réaliste. L'idée, c'est de la fantasy contemporaine, mais on est plutôt sur ce que j'appelle la low fantasy. Enfin, c'est pas moi, mais c'est-à-dire quelque chose où on essaie d'être raisonnable, on essaie de rester dans du crédible. On n'a pas des grandes explosions de pyrotechnie, des dragons qui sillonnent le ciel et des magiciens qui font des boules de feu contemporains, comme on peut le voir dans le WoD, par exemple. On a quelque chose qui est plus près de nous. Même si, bien entendu, on peut se transformer en loup et qu'il y a d'autres créatures, mais elles sont tout. Un ogre, par exemple, ça va être ce type là-bas qui est un peu fort, même très fort, avec un coup puissant, et qui, quand il voit passer les enfants, se passe une langue sur les lèvres. On va plus jouer la carte du décalage que vraiment du spectaculaire. Donc, du coup, me semble-t-il, l'univers accessible, règles accessibles, je pense que c'est plutôt débutant friendly.
avec le bémol que, ben oui, on va vous proposer des choix, à un moment de qu'est-ce que vous faites, comment vous réglez ce problème-là, et on ne pourra pas se cacher derrière la décision du roi, la mission, tu vois, comme dans d'autres jeux, on peut dire, bah ouais, on a massacré tous les gobelins, mais qu'est-ce que vous voulez, c'était la mission. Ben là, non, si vous décidez de massacrer tout le monde, c'est votre choix. Voilà, donc si on a des joueurs qui ont ce début de maturité-là, je dis pas que ça sort non plus de, tu vois, et que ça intéresse en tout cas, et que ça intéresse ce genre de choix, pour moi, il n'y a pas de problème à faire jouer des débutants maintenant. Mais en tout cas, Karim Dan a raison en disant que moi, de mon expérience de MJ, c'est vrai que il a raison en disant que moins de G 2D donne un jeu plus fluide. Et en fin de compte, tu te recentres vraiment sur le rôle, quoi. C'est ça qui est sympa. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment un jeu de rôle qui revient à. C'est ça qui m'a beaucoup plu, à l'essence de ce qu'est le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux relations entre les joueurs, aux relations entre leurs personnages, tu vois, qu'en plus ils forment une entité sociale entre eux. On est vraiment dans un truc qui est super intéressant de ce point de vue, avec peu de G2D, effectivement. Les amis, on approche l'heure et quart d'émission. Non. Il réagit toujours pareil. Donc... Le temps passe vite quand on s'amuse. À un moment, il voudrait discuter toute la nuit, en fait. Donc moi, j'aimerais bien que Alix nous explique, nous donne quelques détails, parce qu'il se trouve que Julien, tu fais partie de la liste d'invités d'une certaine convention qui a lieu à la fin de l'année. J'ai cette chance. Voilà, on t'écoute, Alix. En tout cas, c'est nous qui avons de la chance de t'avoir. Donc déjà, merci en direct. Je peux enfin te le dire. Merci d'avoir accepté de participer à notre convention. Donc, nous, ce qui va se passer dans la convention, c'est on va avoir plusieurs activités. C'est-à-dire que c'est pas une convention dédiée que jeux de rôle, que wargame ou autre. C'est une convention multi-activités. Et il va également y avoir des tables rondes où nos invités vont venir pour échanger sur des sujets qui vont être qui ont été définis en amont, mais bien évidemment, comme dans l'émission que nous sommes en train de vivre, les sujets peuvent dériver, bien évidemment, de fil en aiguille avec les interventions du public et tout. Et on va avoir la chance, en tout cas, parce que Julien a accepté, d'avoir des parties masterisées par lui-même. Donc, c'est pas impossible que les orgas soient à sa table, hein, clairement. Il va peut-être avoir une table d'invités d'orgas, de ce que j'ai compris, mais bon. Ah, ça va, c'est des invités, on peut aussi, nous aussi. Oui, bien sûr. Bon, d'accord, ok, ça va. Voilà, donc ça commence par soi-même. Exactement. On dit ça, mais on va pas avoir le temps. Et donc voilà, c'est une convention qui va avoir lieu donc le dernier week-end de novembre, du 27 au 29 novembre, à Moustier, donc Moustier-Sainte-Marie qui est dans le 04. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est loin, c'est ça? Non, c'est pas loin, c'est très beau. C'est un site magnifique. Je serai là. Voilà. Je serai là et que tout le monde sache que j'amène ma fille. Parce que bon, voilà, venez. Venez une première fois et puis vous aurez envie de revenir, vous allez voir. Parce que en fait, on pourrait commencer à expliquer, faire la liste de tous les invités, mais oh là là, ça va être génial. Ça va être vraiment sympa, ça va être une convention. En fait, on a tablé sur une convention fermée pour que ça soit en fait plus familial, pour que ça soit vraiment des échanges qualitatifs avec nos invités qu'on va avoir la chance d'avoir sur place, pour justement que les échanges soient humains, soient longs, c'est-à-dire que c'est pas sur un coin de table vite fait en convention industrielle où t'es au milieu de milliers de fanboys et fangirls. T'as la chance d'avoir un bonjour, t'es content, tu ne te laves plus la main pendant 2 semaines. C'est pas le but. Ça va être de boire des canons et de manger bien comme il faut pour pouvoir passer de très bons moments avec nos invités et les personnes qui seront présentes, avec nos participants, et ça va être chouette, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux en dire plus sur le concert, par contre? Voilà, je me fais chipper de ma question. Oui. Alors j'allais justement en venir là. En fait, on s'est dit qu'on allait proposer une activité, donc non participative cette fois-ci, qui va être un concert. Ça m'arrange assez, je veux dire.
Et oui, là, tu vas pas être Aller sollicité. jouer de la musique ou quoi, ça aurait été compliqué quand même. Et donc, le concert va avoir lieu dans la chapelle, donc, qui est une acoustique de folie, donc dans la chapelle du monastère. Et le groupe, c'est Raffengrimmer. J'espère que je le prononce bien, pardon si ce n'est pas le cas. Qui en fait est emmené par l'ancien chanteur du groupe de Skald. Donc ça va être du pagan folk et ils vont nous faire découvrir en live, je crois même peut-être pour la première fois, leur nouveau titre et leur nouvel album. Donc avec des chants traditionnels, des instruments traditionnels également, et ça va être vraiment très très fort. En plus dans la chapelle, ça va être de fou, quoi. Ça va être la folie. Accessoirement, je trouve, enfin, je connais pas du tout, hein, Ouais. mais pagan folk, si je devais avoir un genre de musique pour faire jouer mes parties, j'avoue que j'adorerais avoir du pagan folk. Je trouve des liens là-dedans. Je sais pas si, enfin voilà, de tous les. C'est vraiment chouette. Ouais. Je trouve ça assez sympa et j'ai hâte de les écouter. Bah, et franchement, n'hésitez pas à regarder sur leur site web, sur leur Facebook, parce qu'ils partagent souvent les. Oui, je t'ai pas envoyé le lien, pardon, Joël. Non, mais c'est pas grave, mais du coup, il faut que tu l'écrives toi, parce que sinon, ça va être catastrophe. C'est pas faux. Le nom avait l'air compliqué, c'est vrai effectivement. Donc, bon, sinon, il y aura une ou deux murders aussi, non, il me semble. Il va y avoir également deux murders, donc. Si on spoil peut-être un petit peu, il y a ça qui est derrière moi. Je sais pas s'il va me dire que j'ai le droit. Dis-moi que j'ai le droit de le dire. Bon, bref, je vais prendre le droit. En fait, là, il va y avoir une murder en cours d'écriture là, qui sera dans l'univers de Deadland. Oui, j'ai le droit. Merci. Dans l'univers de Deadland. Et on va voir pour la seconde. On envisage peut-être prophétie. Voilà, ça fait partie des discussions de ce qui peut se passer. Voilà. Donc ce n'est pas encore définitif. Déjà la première et puis pour la seconde au fur et à mesure. Après, Julien, si tu veux qu'on fasse une murder meute, bon. Alors j'ai zéro expérience dans les murder meutes, hein. Voilà. Donc je ne saurais pas par où commencer. Mais ouais. Non, mais ça finira par arriver de toute façon. C'est ça. Mais voilà. Après, le truc, c'est qu'il ne faut pas forcément se dépêcher. Non, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ouais. Mais, novembre, c'est demain. Hein. Voilà. Mais pour rebondir, par exemple, dans cette même émission, Olivier Sanfilippo s'est entendu dire que de toute façon, il serait invité à un GN dans son propre univers de jeu. Donc, préparez-vous, parce que vous êtes sans doute un certain nombre à qui ça va finir par arriver, en fait. Vous allez voir. Voilà. Parce que y a un moment, voilà, ça finit par arriver. Donc pourquoi pas. Bon, à voir. Mais, voilà. Quoi qu'il en soit, donc cette convention, tu vas donner le. Ah, ça y est, oui, je vais aller récupérer le nom. Hop, c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que je l'ai bien prononcé. Bah oui, non, mais je vais même pas essayer. Voilà. Donc je vous le livre, hein, les amis, en commentaire. Voilà. Donc cherchez donc ceci. Voilà. 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 Mais franchement, ils font des trucs super sympas. C'est très très prenant. J'entends pas, mais c'est vrai qu'à prononcer, je comprends ton problème. Voilà, c'est pour ça que Raffengrimmer. Alors, est-ce qu'on est proche de Mano avec Je suis pas sûr. Pas du tout. Non, rien à voir avec Mano. Non. Ok. Pas du tout. On voit les références. Non, mais c'est quelque part c'est un peu folklorique aussi, Mano, quoi. Donc j'ai vérifié mon intuition. Donc en fait, ça veut dire le corbeau masqué ou le masque du corbeau, le truc comme ça. Hein, c'est ça. Voilà. Parce que toi, t'as un dico, je sais pas quelle langue on parle là d'ailleurs. Non, un peu plus. Voilà, ne bouge plus. D'accord. Voilà, c'est la mythologie nordique, c'est le spécialiste. Il est français, mais en fait, c'est le spécialiste international de ce truc-là. Et ça fait, je crois que je l'ai depuis le lycée, celui-là. Et vous voyez, c'est ça la magie d'Internet, c'est en fait que quand tu as les bouquins qu'il faut, tu n'en as pas besoin. Donc
Bon, je remettrai à sa place une autre fois. Hein, voilà. Tu vas tout casser? Je vais tout casser, je vais tout mon setting qui va se casser la gueule. Non, c'est pas bon. Bon, les amis, c'est cool. Bon, j'espère, parce que le temps se précipite. Novembre arrive à grands pas. Donc, on va recevoir dans l'émission, dans les jours qui viennent, un certain nombre, j'espère bien la totalité à la fin, des invités de la convention Contes d'automne Samhain, donc qui a lieu le dernier week-end de novembre. Donc alors, on est même obligé en fait de hâter un peu le pas. Donc la prochaine émission, ce sera mercredi et non pas dimanche. Je fais une entorse à mon planning, rendez-vous compte. Donc mercredi, l'émission de dimanche aura lieu quand même. Donc voilà, je ne sais pas si c'est Alix ou Sébastien qui aussi vont se passer le relais, qui va être avec nous, mais nous aurons donc systématiquement un organisateur, une organisatrice avec nous sur l'émission et des invités. Et donc parmi les invités, on va lâcher quelques noms. Donc il y a Monsieur Julien Moreau qui revient dans l'émission quand il veut. Surtout qu'apparemment Wari a encore des questions, donc je pense que Bon. il va falloir. On en parlera après. On en parlera après. On va recevoir tôt ou tard à nouveau, mais pour la Oui, en fait, voilà, à nouveau. la convention AKE, Olivier Sanfilippo. On va recevoir, j'espère, à nouveau, il n'est pas inscrit sur le planning. Philippe, Philippe. sur le planning. Philippe Aurigo, donc on va recevoir Benjamin Bégli. Dibling. Dibling, voilà. Voilà, Benjamin Dibling. Et évidemment, si vous avez envie de venir ou de revenir entre copains, les amis invités, vous venez sur la même émission. Et puis voilà, et puis on discutera pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je vais vous dire, hein, on en fera autant que nécessaire. Voilà, jusqu'à ce qu'on épuise le sujet. Alors, ce qu'il y a de bien avec le jeu de rôle, C'est compliqué. Hein. c'est compliqué d'épuiser le sujet, en fait. Hein. Ça se trouve, la convention sera passée, on fera encore des réunions, en fait. Ah, C'est ça ça. me plairait bien. Moi, perso, ça me plairait bien. Voilà, donc après, j'espère un de ces quatre réussir à inviter mon très cher Jean-Luc Bizien dans l'émission, qui est auteur, mais qui est donc celui qui nous régala d'un jeu auquel le tien me fait beaucoup penser. Et donc, du coup, voilà, et puis qu'on se croise chaque année au Festival de l'Imaginaire à Lambesque à la mi-octobre. Voilà, je sens que le truc est en train de se produire. On va rien lâcher. On va tenir les émissions. On va vous inviter. J'espère que vous répondrez à l'appel autant que possible. Et on changera les horaires d'émission comme on le fait cette semaine si nécessaire. Et on va faire en sorte que, écoutez, que tout ce qu'on a raté à cause de ce début d'année merdique, hein, il faut dire ce qui est. Hein, Appelons un chat un chat. Hein. On va essayer de faire en sorte de se rattraper et de se faire plaisir, de se retrouver, que des auteurs discutent entre eux, que des MJ, des joueurs, des auteurs, des éditeurs discutent entre eux et qu'ils en ressortent à chaque fois quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Donc voilà, un mot de la fin, Julien, éventuellement, et puis après on va se dire bonsoir parce qu'on en est à 1h25 d'émission. Oui, bah, très rapidement, je vais juste faire un tout petit peu de promo, comme je parlais d'Errance. Errance, donc j'ai dit qu'il travaillait dessus. On n'a pas encore de date fixe à proposer, si ce n'est que John Doe va probablement financer ça avec un petit crowdfunding qui devrait avoir lieu à l'automne. Alors, donc automne, si le crowdfunding se passe bien là, vous voyez que le jeu est écrit là. Mathilde est en train de travailler sur les illustrations. Si ça a bien avancé, j'espère que le jeu l'extension pourra être proposé peu de temps après le crowdfunding. Je mets des bémols, j'utilise du conditionnel, je peux prendre des pincettes, etc. Hein. Et voilà, c'est la grosse actualité pour Meute dans les mois qui viennent. Voilà. Donc, désolé de finir sur un peu promo, mais tant qu'à faire, il y a du travail, il y a des gens qui travaillent dessus, donc j'en profite pour en Non, mais de toute façon, c'est un des standards de l'émission que je me suis fixé, c'est qu'on invite que des gens qui travaillent. Non, mais je blague pas. Je vais m'en aller alors. Non, c'est ça, oui, juste toi, tu dis ça. Donc, c'est ça, oui, dans le genre, bon, je ne parle pas beaucoup,
Mais la force de travail d'Alix, je peux vous dire que je rêve de la voir. Donc, c'est ça, ouais. Donc les amis, on se dit bonsoir pour de bon. Vous là, ne partez pas. Hein, on va se dire au revoir proprement en backstage dans quelques minutes. Vous qui nous avez regardé, qui avez abondamment commenté l'émission de ce soir, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre. On va tâcher de faire tout le temps mieux. Rendez-vous mercredi. Ce seront des invités de la convention Contes d'automne qui vont être là. On fait bon, je l'annoncerai forcément avant, mais là, comme tout le monde n'a pas rempli le doodle, je ne sais pas exactement, n'est-ce pas? Donc, du coup, on verra bien mercredi qui sera là, mais voilà, mercredi, Surprise. dimanche, et puis dimanche après, et avec des auteurs de jeux de rôle et des organisateurs de la convention Contes d'automne. Nous passerons ainsi le mois d'août. Je pense même qu'on n'aura pas fini. Non. Bonne soirée à tous. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous dis donc à mercredi. Et puis, écoutez, d'ici là, prenez soin de vous. Hein, Et bon jeu de rôle. et jouez. Non, parce que nous, là, on parle beaucoup de JDR, mais quand même, jouer, c'est vachement mieux qu'en C'est discuter. important. Clairement. Voilà. Donc, alors, n'oublions pas, nous sommes tous des homo ludens, hein, donc voilà, jouons, et parce que l'air de rien, le jeu de rôle, c'est mieux quand on le fait. Voilà, c'est cool. Tout à fait. Bonne soirée à tout le monde, et à très bientôt, en compagnie de notre sponsor Avermedia. À très vite, au revoir. Ciao, tout le monde. Bye. Bye.